bonjour et bienvenue à cet entretien avec Jean Sioui dans le cadre de Québec en toutes lettres. Donc l'entretien va durer 1 heure et ensuite il y aura une période de questions de 15 minutes. Donc prenez des notes pendant l'heure. On va ensuite c'est pas un examen, mais vous pourrez poser vos questions. Mon nom est... Ah oui, je vais me présenter quand même. Mon nom est Pascal Rowe, c'est moi qui ai le grand plaisir et l'honneur d'animer cette entrevue. Donc, bonjour Jean Sioui. Donc, je vais vous lire la courte biographie qui a été fournie, mais évidemment, les biographies ne disent pas grand-chose des personnes. On va en savoir beaucoup plus pendant l'heure qui suit. Né en 1948, Jean Sioui est un poète et romancier Wendat du clan de l'Ours, originaire de Wendake. Il demeure de nombreuses années à Saint-Henri-de-Lévis, un endroit où il peut apprécier la nature avant de revenir dans sa communauté. En 1997, il publie son premier livre, un recueil poétique de pensées, Le pas de l'Indien, aux éditions Le Loup de Gouttière, dont il dirigeait la collection jeunesse Les Loups Rouges. Jean Sioui devient rapidement l'un des auteurs autochtones les plus prolifiques du Québec. Il a ensuite publié une dizaine de recueils de poésie chez différents éditeurs, plusieurs ouvrages de contes aux éditions Nénorac et également un recueil de pensées autobiographiques également aux éditions Nénorac. Tant par son œuvre que par son travail de mentor et de facilitateur auprès de la nouvelle génération d'écrivains, Jean Sioui a contribué de façon remarquable au développement de la littérature autochtone d'expression française au Canada. Merci Jean d'avoir accepté cette entrevue. Oui, vous tous, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous et d'un peu discuter de qui je suis, de bien me connaître tel que je suis. Et il y a beaucoup de choses à dire parce que l'œuvre est conséquente. On va commencer par une question que probablement tout le monde se pose. Dans beaucoup de tes ouvrages, on a décidé de se dire tu. Dans beaucoup de tes ouvrages, tu définis qui tu es et ce qu'est l'écriture. Comme par exemple dans le prologue de Au couchant de la terre promise, ton tout dernier recueil de poésie. Je suis le Wendat qui brise des silences intérieurs pour vous parler à la manière de mon père. Donc, qu'est-ce qui t'a incité au départ à poser le geste de l'écriture et à quel moment ça t'est venu? Poser le geste de l'écriture, tout à l'heure, tu as dit qu'on allait parler de mon métier d'écrivain. Donc, au tout début, j'ai jamais imaginé que je commençais un métier d'écrivain parce que je n'y connaissais rien dans tout ça. Comment c'est venu tout ça? C'est venu sur le tard. D'abord, j'étais, ce qui est vraiment très proche de la poésie, j'étais informaticien, donc je travaillais en informatique. Je travaillais tout près d'ici, sur la rue Saint-Joseph. J'habitais à ce moment-là à Saint-Henri-de-Lévis, sur une petite portion, une petite terre où j'élevais des poules, j'avais des chevaux, mon amour pour les chevaux. Et puis, les enfants ont grandi. Je passais plus de temps dans la voiture à aller promener pour venir vers Québec, tout ça, que j'étais à la maison. Donc, on a décidé de revenir s'installer à Wendake, sur la réserve indienne de Wendake, où on avait déjà vécu avant de s'exiler à Saint-Henri-de-Lévis. Mais mon épouse avait toujours voulu avoir un petit commerce. Elle voulait se lancer là-dedans. Fait qu'on a dit, quand on va revenir à Wendake, on va partir un petit commerce. On est parti un bar laitier, une crèmerie à Wendake. Il y a beaucoup de touristes qui viennent à Wendake. Fait qu'on a loué un petit local, puis on a ouvert ça. Mais les touristes qui venaient à Wendake, c'est beaucoup des Européens qui, pour eux autres, les crèmeries ou la crème glacée, c'était pas très populaire. Donc, ils rentraient pas grand monde chez nous dans notre petit commerce. Donc, mon épouse, qui a toujours des bonnes idées, elle dit « T'aimes ça écrire? » Parce que je m'amusais à écrire. J'écrivais souvent des pensées dans des cartes de soie ou
plein de petites choses comme ça, ou des pensées que je lui offrais pour certaines occasions. Elle dit, on va faire de l'artisanat, on va faire un mur d'artisanat, et puis sur des morceaux de bois, des pots de cuir, tu vas écrire des pensées qu'on va afficher sur le... Donc, oui, pourquoi pas. Donc, on a fait ça, puis ça a attiré les gens. Les gens venaient, les gens aimaient ça. On vendait plus de ces pièces-là qu'on vendait des cornets de crème glacée. Donc, je continue là-dessus, là. Je suis parti, là, je dis. Donc, oui, une crèmerie à l'automne, ça ferme toujours. Et puis moi, j'ai pris toutes ces choses qui étaient affichées, puis j'ai mis ça dans une boîte de carton, tout ça. Mais des amis sont venus, puis ils ont dit, tu devrais publier ça. Je devrais publier ça. Ben, ouais. On dit, fais un livre avec tout ça, c'est intéressant, c'est beau. Ouais, je connais rien là-dedans, pourquoi pas, mais comme je travaillais ici au centre-ville, une bonne journée, je suis parti avec une boîte de carton, puis toutes les copies, tous les brouillons de ce que j'avais pu écrire sur le fameux mur de la crèmerie. Et puis, j'ai regardé dans l'annuaire téléphonique maison d'édition. Maison d'édition la plus proche de où je travaillais, parce que le midi, je prenais des marches, puis je me disais, si je peux me rendre là, je marcherai, puis j'apporterai mes affaires là. Donc, j'ai vu sur la rue Saint-Paul, pas loin de où je travaillais, la maison d'édition qui s'appelait, dans ce temps-là, les éditions Le Loup de Gouttière. Donc, sur l'heure du midi, je pars avec ma belle boîte de brouillon, puis j'arrive à la maison d'édition. J'entre, et puis Mme Vernac, Francine Vernac, qui était la propriétaire de la maison d'édition, je lui dis, j'ai écrit des choses, est-ce que je peux vous laisser ça? Est-ce que vous êtes... Elle me regarde, elle me dit, voyons, c'est pas comme ça du tout que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça marche, mais moi, je savais pas comment ça marchait. Donc, je dis, bon, pas pire que ça. Je viens pour tourner les talons puis m'en aller avec ma boîte. Puis elle me dit, on était un vendredi. Elle me dit, quand même, laisse-moi ça. Elle dit, en fin de semaine, j'avais envie de faire autrement puis de regarder d'autres choses. Fait que, elle dit, laisse-moi tes choses. Je lui ai laissé ça. Je suis reparti. Le lundi, je reviens au bureau, puis mon téléphone clignotait. J'avais un message. Je prends le message, ça me dit, reviens ce midi, on te publie. Ça y est, j'étais écrivain. C'est vraiment comme ça que c'est venu. C'était en 1996, cette fois-là. Puis ça a donné le premier livre que j'ai publié qui s'appelle Le pas de l'Indien. Puis ça a vraiment... Oui, c'est vraiment pas la couleur qui était au début parce qu'il a été republié plusieurs fois. C'est la réédition aux éditions Cornac en 2012, je pense. Oui, là, tu vas me perdre dans les années. Là, comment ça... C'était plus tard. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Mais même à ce moment-là, là, je prétendais pas être écrivain. Là, je trouvais ça le fun. C'était plaisant. J'écrivais. Puis avec mon ami qu'on me présentait à ce moment-là, Sylvie Nicolas, on a travaillé mon écriture, puis on a publié ce livre-là. Et puis, je continue comme ça. On est venu pour ça. Il va falloir que tu m'arrêtes, parce que ça peut être... Donc, c'est ça, ce livre-là est sorti. Puis, c'était au tout début, il n'y avait pas d'écrivains, il n'y avait pas beaucoup de littérature autochtone de publier au Québec. Donc, avec Francine Vernac, des Loups de Gouttière, on a dit pourquoi on ne ferait pas une petite collection de livres des Premières Nations. Donc, moi, j'ai toujours eu comme ambition d'aider les gens de ma nation. Pour moi, on voit beaucoup, on raconte beaucoup la misère, tout ce qui se passait dans les réserves indiennes, toutes les mauvaises choses, plutôt. Puis je me disais, il y a une raison à ça. Là. On n'est pas méchants de nature parce qu'on est des gens des Premières Nations. Puis j'ai vite compris, en côtoyant les jeunes, que la plus grosse problématique était l'oisiveté. Puis j'ai vite compris avec mon pas de l'Indien que déjà j'avais visité quelques écoles dans les réserves indiennes, dans les communautés. Et puis que je dis d'ailleurs dans un de mes livres que
Les Indiens, on est des poètes de la nature. J'ai vu que les jeunes, ce qu'ils aimaient, c'est la musique. Ils aimaient beaucoup l'art. Donc, je me suis dit, si je peux les sortir de l'oisiveté, leur donner une ambition, donc par l'écriture, ce serait merveilleux. Donc, c'est dans cette idée-là qu'on a parti une petite collection qui s'appelle Les Loups Rouges, une collection de livres jeunesse. Je me suis dit, parce que il faut bien comprendre d'abord que la langue française, pour les gens des Premières Nations, c'est pas leur langue maternelle. Donc, il y avait beaucoup de difficultés. S'il n'y avait pas d'écriture, j'ai bien aussi compris, c'est parce que c'est pas tout le monde qui pouvait passer par le chemin où j'ai passé pour commencer à éditer. Donc, il fallait les aider. Je savais très bien que quand les gens des Premières Nations envoyaient, ou peu importe qui envoyait des manuscrits dans des maisons d'édition, on regarde les premières pages, puis c'est pas bien écrit, c'est pas parfait, c'est tout de suite rejeté. Donc, c'était très difficile pour les gens des Premières Nations qui n'ont pas le français comme leur langue première d'envoyer des choses sans faute. Donc, avec cette petite collection-là, on s'est dit, on va donner une porte d'entrée, on va aider les gens à écrire des petits contes, des livres jeunesse. C'était peut-être plus facile en commençant. Donc, les Loups Rouges ont commencé comme ça. Donc, effectivement, il y a quelques écrivains qui nous ont envoyé des manuscrits qu'on a publiés dans cette collection-là. Est-ce que c'est au même moment que tu t'es dit qu'il faudrait également donner des ateliers d'écriture et que tu as également cofondé un cercle d'écriture de Wendake? Est-ce que c'est un petit peu dans le même mouvement pour aider, pour transmettre? C'est vraiment dans le même mouvement pour offrir un loisir puis une opportunité aux gens de venir comprendre, de venir voir qu'on pouvait écrire, nous autres aussi, même si ce n'était pas la langue première de bien des gens. Donc oui, j'ai parti ces petits ateliers d'écriture-là dans la programmation des loisirs à Wendake. C'est une école qui m'a proposé de faire des ateliers le soir. Donc, ça l'a vraiment porté. Je peux même raconter une anecdote là-dessus. Beaucoup d'entre vous doivent connaître probablement Louis-Carl Picard-Sioui, qui a écrit aussi, puis qui est très, très actif maintenant dans le milieu littéraire. Donc, Louis-Carl travaillait à l'école où je devais donner des ateliers. Donc, c'est lui qui devrait venir m'ouvrir la porte du local pour les ateliers le soir. Donc, Louis-Carl, il s'est dit, tant qu'elle allait ouvrir la porte, pourquoi je ne resterais pas pour les ateliers? Donc, il a commencé comme ça à ces ateliers-là. Encore là, ne demandez pas l'année de qui c'était, mais il a commencé comme ça, puis il est devenu ce qu'il est aujourd'hui par ça. Et puis d'autres aussi ont écrit après ces ateliers-là. Mais moi, je n'étais pas écrivain encore, je vous dis. Même après ce livre-là, je me pensais pas être à la hauteur du métier d'écrivain. Donc, comme j'étais déjà âgé à ce moment-là, puis que j'étais bientôt à la retraite de mon fameux métier d'informaticien, en 2002, j'ai pris ma retraite. Et puis la première chose que j'ai faite, je suis allé, j'avais 55 ans quand je suis allé à l'université. Je suis allé faire un bac à l'université en études autochtones, en création littéraire et en études bibliques. Donc, j'ai fait ce bac-là les 3 premières années parce que je me disais, bon, je vais connaître des choses pour vraiment améliorer mon écriture puis être dans le milieu. Donc, oui, en 2002. Donc, en 2005, j'ai fini mon bac. Et puis, le conseil, je parle beaucoup, hein, je continue comme ça. Le Conseil des arts du Canada m'a tout de suite engagé, d'abord pour être un mentor. Ils avaient un programme qu'ils ont appelé les résidences d'écrivains autochtones en début de carrière. C'est un programme qui se donnait au Centre Banff en Colombie-Britannique, dans l'Ouest canadien. Donc, la première année, on m'a demandé d'être mentor dans ce programme-là. Donc, oui, j'y suis allé. Puis tout de suite après, on m'a demandé de prendre la responsabilité du programme qui a duré
je suis allé, je crois, 5 ans au Centre Banff. Puis après ça, je l'ai fait au domaine Forget. Puis même ici à Québec, pas loin, j'avais loué un hôtel la dernière année où on donnait des ateliers. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à ces ateliers-là, qui aujourd'hui sont des écrivains qui ont publié des noms. Je ne voudrais pas en oublier parce qu'il y en a beaucoup qui ont publié. Mélissa Molène Dupuis, qui est passée dans ses ateliers, qui vient de sortir un livre dernièrement. Marie-André Gill, qui est une auteure extraordinaire aujourd'hui, qui est venue à ces ateliers-là. Comment elle s'appelle la dernière, qui a gagné l'année dernière le prix du lieutenant-gouverneur? Maya Cousino-Moline. Maya Cousino-Molène, qui est venue aussi. Donc, beaucoup de gens comme ça. Donc, pour moi, c'était devenu une fierté. Ça faisait partie de la mission que je m'étais donnée de sortir les gens des Premières Nations de leur crainte, de leur peur de ne pas pouvoir écrire. Donc, c'est le plus grand salaire que je peux retenir de mon métier d'écrivain maintenant, de mon milieu littéraire. Donc, pour moi, c'est ma plus grande réussite d'avoir ouvert les yeux, avoir ouvert des portes aux écrivains qui, maintenant, ça a tellement changé depuis le temps qu'on n'avait rien de la littérature autochtone, la littérature de Première Nation, puis aujourd'hui, de tout voir l'intérêt qu'on a et la qualité de ce qu'on produit aussi. Donc... C'est dans le même esprit, j'imagine qu'en 2010, tu as cofondé les éditions Anénorak avec ton fils Daniel. En 2010, mon fils Daniel m'a proposé d'ouvrir une librairie quelques années avant, peut-être en 2008, donc dans la maison paternelle, il y avait une grande galerie devant la maison. On a tout fermé ça. Puis on a fait un petit local pour ouvrir une librairie de la littérature des Premières Nations. Donc, oui, il fallait promouvoir la littérature des Premières Nations. Donc, avec mon fils, on a parti la librairie Anénorak. C'était d'abord un café-librairie. Donc, le café n'a pas vraiment marché parce qu'on vendait un café par jour et puis c'était toujours la même personne. Mais la librairie a vraiment fonctionné. Donc, on a abandonné le côté café. Et puis, la librairie a évolué. Il y avait beaucoup de gens qui cherchaient la littérature des Premières Nations. Donc, c'était la spécialité. On n'avait que des livres des Premières Nations. Puis, en 2010, on a décidé, quand on a vu l'engouement puis l'intention des gens, le besoin des gens d'avoir de la littérature autochtone, on a décidé de vraiment partir cette maison d'édition parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était très difficile pour les gens des Premières Nations de publier. Donc, nous autres, on s'était dit, on va prendre plus de temps, on va recevoir les manuscrits, on ne rejettera pas les manuscrits, on va les regarder, puis on va travailler avec les gens des Premières Nations. Donc, c'était le but, c'était la mission première des éditions Anénorak. Donc, on avait moins de livres, on travaillait plus, mais aujourd'hui, la librairie a grossi. On était obligé d'acheter mon fils a acheté une autre maison de l'autre côté de la rue pour grossir sa librairie. Et les éditions Anénorak fonctionnent vraiment très bien. Mais encore aujourd'hui, on publie moins, mais on travaille. Je dis encore on, mais je ne suis plus là. Le on n'est plus là parce que quand j'ai reconnu que mon fils était très bien capable de faire le travail et puis que sa conjointe, Cassandre, aussi était capable de l'épauler. Cassandre c'est une autre histoire familiale, ça. Cassandre, c'est la première employée qu'on a eue à la librairie Anénorak, qui est devenue la conjointe de mon fils, qui aujourd'hui travaille, qui est son partenaire dans les éditions Anénorak.
Peut-être que le public serait curieux de savoir d'où vient ce nom, Anénorak, qui est à la fois le nom du personnage récurrent dans ta série d'ouvrages pour la jeunesse, mais qui est aussi donc le nom de la librairie et de la maison d'édition. Qui était Anénorak? Anénorak qui revient tout le temps, donc on a beaucoup cherché. C'était peut-être la plus grosse difficulté qu'on a eue, c'est de trouver un nom à la librairie et à la maison d'édition. Puis on a dit, bon, ben c'est bien simple, on va aller chercher le nom le plus ancien de notre patriarche qu'on connaît. Donc Anénorak, c'est le patriarche de notre famille, Anénorak, qui était quelqu'un de bien connu aussi dans la nation Huron-Wendat, qui a beaucoup travaillé pour l'avancement de la nation. Ça remonte au XVIIIe siècle. Ça remonte au 18e siècle. D'ailleurs, plusieurs de tes recueils sont dédiés aux descendants du chef Anénorak, comme un des recueils, Au couchant de la terre promise, est dédié aux enfants de Joyce Echaquan. Donc on revient à ce que tu disais tantôt, les jeunes qui sont l'avenir de la culture et de la littérature. Absolument. Moi, je suis un éternel optimiste. J'ai beaucoup confiance aux jeunes. Et puis, on a des jeunes merveilleux dans notre milieu. J'ai des gens des Premières Nations. Des jeunes, si on les laisse vivre, on est des peuples rieurs. On a beaucoup de plaisir dans la vie. Donc, nos jeunes ont énormément de potentiel et puis j'essaie de les ouvrir les portes le plus possible. Mais tu as parlé des enfants de Joyce, c'est vraiment dans une autre pensée. Là. C'est un recueil qui a été écrit pendant la pandémie. J'étais à ce moment-là, pendant la pandémie, moi et mon épouse, on s'était réfugiés. On a un chalet à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Drôle de nom, hein? Vous peut-être connaissez. C'est tout près de Kamouraska, au bord du fleuve. Donc, on a vécu le début de la pandémie là. Donc, je me suis mis à... J'avais beaucoup de temps pour penser, pour réfléchir, puis de réfléchir à tout ce qui se passait autour de nous. Donc, je ne suis pas allé là avec la prétention d'écrire un livre, mais à force c'est ma façon de travailler, d'avoir un morceau de papier puis d'écrire toutes sortes de choses là-dessus, de ramasser plein de pensées. Donc, ça a fini encore par être un livre. Il y a eu pendant ce temps-là le phénomène de Joyce Echaquan. Donc, j'ai eu envie de parler. Donc, oui, ce livre-là, c'est un peu un livre pandémique, puis un livre sur l'histoire de Joyce Echaquan pour lui rendre hommage à cette dame-là. La plupart de tes recueils, la plupart de tes poèmes sont souvent des poèmes durs, dénonciateurs, des poèmes aussi d'alerte. Et dans ce recueil-là, il y a vraiment une dimension, je l'ai trouvé plus sombre que les autres encore. Je sentais effectivement la Covid, la mort, le racisme, l'isolement dans ce recueil. J'imagine que ça a dû t'aider quand même d'écrire tout ça pendant cette période-là. J'écris tout le temps. Quand j'écris, j'ai pas de thème précis. J'écris sur les pensées de l'instant, là, de ce que je réfléchis. Tu as dit dénonciateur. J'ai pas l'impression de vouloir écrire pour dénoncer quoi que ce soit. J'écris plutôt pour ce que sont mes pensées du moment. Ce sont plus des réflexions ouvertes. Je dis souvent, on les prend ou on les prend pas. Si ça fait l'affaire à des gens, ils les prennent puis ils réfléchissent aussi là-dessus. Sinon, ils les laissent là puis ils s'en foutent. Mais j'ai pas d'idée précise quand j'écris de dénoncer quelque chose. Je sais que ça donne toujours cette impression-là mais je ne veux pas passer ma vie à dénoncer puis à regretter. Mais c'est un peu mes pensées intimes, mes pensées intérieures du moment que je mets sur papier, puis il y en a beaucoup que je rejette. Il y en a beaucoup qui me touchent plus, puis que je mets là. Puis je me dis, s'ils me touchent, peut-être que ça peut toucher des gens. Puis
peut-être qu'ils vont s'en servir pas du tout dans la même pensée que moi je l'ai écrite. C'est des choses souvent que je reçois souvent. Je reçois souvent, pas tous les jours, là, mais je reçois des lettres de gens qui ont lu mes livres et qui me disent « ça m'a fait du bien pour tel sujet », mais c'était pas du tout dans la pensée que je l'avais écrite, mais bravo, c'est un peu l'idée que j'ai de laisser aux gens une réflexion. Elle n'est pas nécessairement, elle n'est pas obligatoirement besoin d'être une pensée autochtone sur notre culture, sur ce qu'on a vécu. Ça peut les appartenir. Ça peut être assez ouvert sur n'importe quoi dans la vie de tout le monde. Je l'offre aux gens, puis ils en font ce qu'ils veulent bien avec l'idée. Mais je ne voudrais pas comme identifier comme quelqu'un qui veut toujours tout dénoncer, puis parce que ce ne serait pas des petits volumes comme ça serait gros comme ça, puis ça avancerait à rien. Donc, je prétends pas détenir la vérité sur tout, mais j'ai des pensées. J'ai des pensées plus roses, j'ai des pensées plus noires, donc je les offre, puis les gens en font ce qu'ils veulent. Puis si on me questionne sur l'idée que j'avais, oui, je peux répondre à ce moment-là, qu'est-ce que je pensais quand j'ai écrit ça, mais c'est vraiment pas un constat sur tout ce qui nous est arrivé, comme je te disais avant l'entrevue, là, je ne suis pas le genre de gars à toujours m'acharner sur les malheurs qu'on prétend, auxquels on veut nous associer, les gens des Premières Nations. Il y a j'aime mieux qu'on voit le beau qu'on a fait, parce que du lait, il y en a partout, même chez nous, dans notre nation. J'ai rien à cacher, puis j'ai rien à dévoiler non plus. C'est peut-être ça un poète, c'est d'écrire ce qu'il ressent et puis de l'offrir aux gens comme ça. Les gens développeront le poème et en feront un plus grand avec la courte phrase que je peux avoir dit. Elle peut évoluer là, dans les mains de chacun de ceux qui me lisent. C'est drôle parce que tantôt tu disais que tu es optimiste et ça faisait partie justement de mes questions. Parce que tu t'es livré dans le recueil Wapke, qui est qui est le seul recueil de futurisme autochtone, donc de science-fiction autochtone, en français, donc qui a été publié chez Stanquet en 2021. Et donc, dans cette histoire-là, on est vraiment dans un futur assez lointain, on est quasiment 200 ans dans le futur, où il est question d'un nouveau virus qui épargne les Wendat, qui sont évidemment aussitôt accusés de sorcellerie et de tous les méfaits. Et c'est un virus en fait où les bébés naissent bleus, mais les enfants Wendat naissent blancs. C'est un texte assez sombre parce qu'on revient aussi sur les épidémies du passé que tout le monde connaît de l'histoire. Et en même temps, ça finit par un retour à la protection inconditionnelle de la nature pour guérir. Il faut s'excuser auprès de la nature pour guérir. Et il y avait aussi un passage à la fin de Yendata, dont on va reparler tantôt, qui est donc ton plus récent recueil de récits et qui parle vraiment de ton enfance et qui revient sur la communauté, la famille, les voisins. Et en fait, Yendata qui veut dire le village, mon village. Et j'avais retenu tout à la fin justement un questionnement sur le futur. Je ne sais pas à quoi ressemblera demain. Je me questionne entre génocide et réconciliation. Serons-nous encore autant indiens? Nos enfants parleront-ils de nouveau leur langue? Saurons-nous ce que veut dire le mot systémique? On n'aurait pas dû autant brasser les choses dans le Yendata. Et donc, tu as répondu, tu es un optimiste. Comment on fait pour cultiver cet optimisme?
malgré les actualités, à chaque fois qu'on ouvre la télévision, les journaux, qu'on voit tout ce qui se passe partout dans le monde, comment on cultive cet optimisme et comment on le cultive à travers l'écriture aussi? Moi, je sais que tout n'est pas noir dans la vie. C'est pas d'hier qu'arrivent des choses. Puis l'être humain, j'en ai toujours sorti. Puis je sais que nos jeunes, ils s'apitoient pas sur tout. Ils regardent pas nécessairement tout ce qui va mal, mais ils regardent devant. Et puis c'est les suites de la vie que je considère là-dedans. Nos jeunes, chez les gens des Premières Nations, au tout début, on n'avait même pas le droit d'aller à l'université. À un moment donné, on est allé à l'université. Certains de nos jeunes, il y a très longtemps, des plus vieux sont allés à l'université. Ensuite, il y a eu les écoles. Nos jeunes ont commencé à aller à l'école. Aujourd'hui, on a plein de gens, surtout, non, je ne sais pas je dis ça, surtout à Wendake, partout dans les communautés, qui vont à l'université, puis qui s'instruisent, puis qui créent des choses. J'ai juste à regarder chez nous, dans notre communauté, à Wendake, regarder les jeunes qui arrivent avec des idées extraordinaires, qui créent, qui font des choses. Donc, pour moi, la vie, ça s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas demain parce qu'il y a des choses qui sont moins belles aujourd'hui. Aujourd'hui, il pleut, demain, il va faire soleil. Donc, moi, je suis très optimiste. Et puis, on a beaucoup donné de place à la jeune génération. Il y a quelques années, j'aimerais penser à des mouvements comme MeToo et des choses comme ça, mais regardez l'engagement de tous nos jeunes aujourd'hui dans tous les milieux. C'est pas toujours parfait, mais il y a des choses vraiment extraordinaires qu'ils font. Donc, c'est juste ça que je vois, moi. Je vois un avenir qui... Je vois un avenir qui ne se terminera pas demain. L'avenir va être encore très loin, puis notre monde va être participant dans ça. Les gens des Premières Nations vont être participants. Je ne voudrais pas m'en aller dans la culture. Comment tout ça s'est produit? Pourquoi? Il y a l'éducation de nos jeunes. Moi, on dit, oui, c'est bien facile. L'école est gratuite pour les gens des Premières Nations, tout ça. Mais ce que je voudrais, moi, d'ailleurs, dans André Grenier, dans le libraire, il m'a fait une entrevue, puis il me demandait c'était quoi, qu'est-ce que je voyais pour l'avenir, quel projet j'avais. Puis sur le coup, je lui ai dit non, mais moi, je suis rendu, là, je suis très vieux, là, je n'ai plus vraiment de projet. Mais après ça, j'ai réfléchi, oui, j'ai vraiment une ambition, j'ai un projet que j'aimerais bien qu'il se réalise, c'est qu'on ait au Québec une université avec une faculté des Premières Nations où on pourra enseigner là, vraiment qui on est, on pourra enseigner l'histoire. Les gens qui nous entourent pourront vraiment connaître qui on est par l'histoire. Et non pas encore des gens qui vont nous identifier, qui vont dire de l'extérieur, qui vont dire qui on est, mais même pour nous autres, qu'on comprenne qui on est, qu'on comprenne. Moi, j'ai vécu dans le temps où on disait, bon, tu es un Indien, ben tu ne payes pas de taxes. Bon, c'est beau, dans le temps, on prenait ça. Ouais, c'est vrai, je suis un Indien parce que je ne paye pas de taxes. Mais pourquoi on ne paye pas de taxes? Pourquoi on a l'éducation gratuite? D'où ça vient? Est-ce que c'est parce qu'on faisait pitié ou c'est plutôt parce qu'on était super intelligent et on a négocié des traités qui aujourd'hui parce que les gens pensaient qu'on ne durerait pas longtemps, que ça ne coûterait pas cher, puis qu'ils ont signé des traités, regarde, bon, on va s'en débarrasser, on va signer. Bien, tout ça, je voudrais qu'on enseigne ça. Donc, on est encore là, puis oui, ça coûte cher, mais il y a une raison à ça. Donc, pour moi, c'est toute cette connaissance-là, la vraie connaissance que je voudrais qu'aujourd'hui, qu'on puisse nous connaître comme ça, qu'on puisse vraiment savoir qui on est, puis qu'on puisse avoir une relation, une vraie belle relation entre nous autres parce qu'on comprend les choses. J'ai lu dans beaucoup de tes recueils quelque chose qui revient souvent sur le fait que
La nation Wendat est une nation patiente. Ben oui, patiente, absolument. Ça serait tout un cours d'histoire de raconter tout, partout où on est passé, puis toutes les luttes. Il y a je sais très bien que la communauté, il y a beaucoup, beaucoup de sous qui auraient pu servir aux besoins collectifs des gens qui ont plutôt servi à payer des avocats, puis à se défendre en cours, puis à protéger notre identité, notre culture, nos besoins. Donc, oui, on est patient parce qu'on a survécu, puis qu'on est toujours là, puis on continue d'être patient. Mais aujourd'hui, c'est d'une autre façon. C'est encore là où on reconnaît nos jeunes, parce que nos jeunes ont du potentiel, puis ils sont capables de continuer la lutte qui perdure encore aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça a un rapport avec le fait que il commence à y avoir du futurisme autochtone parce que les jeunes auteurs et les moins jeunes auteurs autochtones peuvent maintenant penser au futur? Ils peuvent absolument penser au futur. On a juste à... C'est pas... c'est très jeune, la littérature... la littérature moderne d'aujourd'hui des Premières Nations, c'est tout nouveau, puis ça va continuer. C'est vraiment... comment je dirais? Ben, c'est une réalité aujourd'hui, on le voit, on le comprend. Et puis les jeunes sont embarqués là-dedans. Il y a plein de jeunes enthousiastes, puis de très bons jeunes dans tous les milieux, que ce soit dans la musique, dans le spectacle, dans la littérature. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'était mon plus grand salaire de voir cette littérature-là, puis de voir les jeunes embarqués là-dedans. Donc, que ce ne soit pas moi, mais tous ceux maintenant qui écrivent, qui récitent, ben, pour moi, c'est peut-être le plus grand succès, non pas le plus grand succès de ma vie, parce que le plus grand succès de ma vie, c'est ma famille, c'est mes enfants, mais le plus grand succès de mes réalisations, c'est trop prétentieux aussi, de mes ambitions, peut-être, oui. Mais c'est comme ça que je peux le voir. Puis maintenant, il y a un très grand avenir. J'ai même plus besoin d'être dans le milieu parce que le milieu est tellement fort, puis que c'est beau, c'est réussi, c'est bien, puis ça va. Je suis persuadé que ça va toujours grandir, ça va toujours continuer parce qu'il y a une relève extraordinaire dans ça. Donc, mon côté optimiste, ben, c'est ça. C'est cette relève-là que je vois aller, que je vois marcher, puis c'est formidable. Depuis tantôt, on parle de poésie et j'avais entendu une entrevue qui date de août 2021 avec Marie-Louise Arsenault, dans laquelle tu expliquais que les Premières Nations ont une propension naturelle à la poésie. Qu'est-ce que tu veux dire par là et pourquoi? Ça, c'est un souvenir comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'allais dans les écoles au tout début. Et puis, on me demandait de faire un exercice avec les élèves, avec les étudiants. Donc, je pouvais amener n'importe quoi. Je pouvais mettre une pomme sur le bureau, puis dire, bon, ben, écrivez-moi quelque chose avec la pomme. Puis, il y avait toujours un poème qui sortait de là avec une pensée naturelle. Quand je dis que l'Indien est un poète de la nature, ben, c'était vraiment une poésie vraiment particulière qui reflétait toujours ça. C'est comme si dans l'âme de l'Autochtone, d'une personne d'une Première Nation, c'était ancré là-dedans, puis ça ressortait tout naturellement. Donc, c'était tellement évident cette pensée ou cette idée de la nature qui sortait tout le temps dans la poésie ou même dans les discours avec ces jeunes-là. Ça fait partie de nous. Je pense qu'on était vaccinés à ça à la naissance. Dans le prologue de Mon couteau croche, tu écrivais que la poésie est une sorte de continuation des contes et des mythes de la tradition orale. Est-ce que la forme ressemble? Ben absolument, parce que
avant l'écriture, quand on était en réserve, on était... ça a beaucoup évolué aussi. Bon, là, je pense que dans le livre de récits que je compte, on voit l'évolution qui s'est faite dans nos communautés, mais dans le temps, on se réunissait entre nous, les Wendat, dans notre petit village qui s'appelait le village des Hurons dans le temps. Et puis, on se racontait des choses, on s'est toujours raconté des choses, on s'est toujours raconté des légendes. Mes grands-parents racontaient des légendes. C'était pas toujours... ça changeait tout le temps. C'était la même légende, mais qui n'était jamais racontée de la même façon, puis il se rajoutait toujours quelque chose. Donc, oui, ça fait partie de notre vie. Puis maintenant qu'on l'écrive, qu'on la propose, qu'on vous l'offre, ben pour moi, c'est vraiment... C'est le fun. C'est plaisant. Dans le recueil L'avenir voit rouge, tu écris « La langue indienne s'exprime par le verbe, cœur de l'expression de la pensée ». Et évidemment, il y a beaucoup de thématiques qui reviennent de manière récurrente dans tes recueils. Et donc j'en ai extrait quelques verbes. Et je vais te les dire, puis tu vas me dire ce que ça t'évoque et à quel point... en tout cas, c'est parti. Pour commencer, le verbe « rêver ». À quel point tu as besoin de rêver pour écrire et pour vivre? Le rêve fait partie de notre réalité chez les Autochtones. Il y a beaucoup de rêves dans notre vie. Quand je parlais avec ma grand-mère ou mes grands-parents ou même mes parents, ils me disaient « Ah, j'ai rêvé de telle affaire. » Et puis tout le temps, dans ma vie, j'ai entendu parler du rêve. Il y a beaucoup de choses. Ah, ça m'est venu par rêve, ça m'a été suggéré par rêve, ou mon ancêtre est venu puis il m'a dit ça dans un rêve. Donc oui, rêver, ça fait vraiment partie de notre vie. Et puis je vous confirme, je rêve encore beaucoup. Même souvent, je dis, je fais des rêves éveillés. Donc, ouais, peut-être que si j'ai l'air perdu des fois, c'est parce que je rêve. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas capable de me repérer ni en ville ni en forêt. Parler par le verbe est présent parce que dans la langue Wendat, il y a beaucoup moins de mots, mais il y a des mots qui s'ouvrent surtout, c'est des mots vivants. Donc, un verbe prend son sens dans l'action du présent. Il peut avoir un autre sens dans un autre temps, dans un autre moment. Donc oui, le verbe est très dynamique dans la langue Wendat. Un autre verbe qui revient très souvent, respecter et préserver. Bon, oui, l'environnement, là, c'est un peu ce qui nous a... Tout à l'heure, avant de monter sur scène, je parlais justement avec une jeune fille qui travaille ici, qui a étudié en environnement, puis c'est ce qu'on se rappelait que oui, il est vraiment temps aujourd'hui que l'environnement ait une telle place dans la réalité, dans l'actualité, parce que l'environnement, c'est la vie. Ça fait partie de ce qu'on a besoin pour vivre. Donc, on l'a trop longtemps négligé, mais encore avec mon optimisme, puis je vois la nouvelle génération qui nous enseigne à faire attention à l'environnement. C'est pas nous autres, les vieux, qui avons décidé de faire du recyclage ou tout ça, mais c'est les jeunes qui nous le disent de le faire. Donc oui, ça fait partie de mon amour pour les jeunes, puis de notre confiance en les jeunes, où il faut arrêter de se dire qu'on a tout brisé, mais il faut se dire que maintenant, on peut vivre avec l'environnement puis d'en prendre soin. Donc, puis pour nous autres, c'est tellement important. J'arrive justement j'ai passé 2 semaines sur le territoire. Là, c'était la période de chasse. Puis pour nous autres, la chasse, c'est toujours si important. Puis j'en ai rêvé un coup là, sur le territoire là, pendant... Souvent, j'oubliais de surveiller, voir si mon orignal s'en venait, parce que j'étais perdu sur une bûche derrière un arbre à penser, puis à regarder l'environnement, puis à
à m'émerveiller de tout ce que je voyais autour de moi. Donc, oui, ça aussi, je pense que ça fait partie de nous, les gens des Premières Nations. Bon, je dis les gens des Premières Nations. Je suis certain de vous autres aussi. Il y a beaucoup de gens là, qui sont comme ça aussi. Toujours dans l'Avenir Voix Rouge, tu écris « Le territoire et la mémoire ». Si le territoire disparaît, la mémoire aussi? Oui, puis le territoire est tellement important pour nous autres parce que depuis que je suis jeune, c'est toujours ces histoires-là, c'est toujours ça que j'ai entendu parler du territoire. Regarde, ton grand-père sur le territoire, il faisait telle affaire. Quand il a emmené mon père, quand il a emmené mon propre père sur le territoire, il a enseigné telle affaire ou il a fait telle affaire. Avec des histoires du territoire, j'ai vécu avec ça toute ma vie. Puis encore aujourd'hui, comme je viens de le dire, ben, je viens d'aller encore sur le territoire. On peut pas nous enlever le territoire parce qu'il est c'est notre histoire, c'est notre mémoire, ça nous a formés. Le territoire fait partie de qui on est aujourd'hui. Qui m'amène au verbe transmettre. Transmettre, bien, je pense que si avec peut-être juste un petit mot ou un petit poème dans ce que j'écris, bien, ça peut transmettre tout cet amour-là, ce besoin de territoire, ce besoin de se souvenir, j'aurais transmis quelque chose. Si c'est juste une personne, tant mieux, ou elle transmettra à quelqu'un d'autre. Mais oui, je pense que ça fait partie de l'idée de mes livres, de transmettre une réflexion. Là, c'est toujours une réflexion. Les gens, s'ils sont capables d'apprendre quelque chose là-dedans, ben j'aurais transmis quelque chose. Et c'est très proche de célébrer. Célébrer les ancêtres, la connaissance, la fierté des origines, célébrer la génération suivante, célébrer l'humour. Oui, ben, célébrer, ça fait partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens des Premières Nations. Je me souviens à un moment donné, on m'a demandé de faire le tour des communautés pour écrire un peu dans un livre là, les caractères de toutes les communautés du Québec. Et puis, la première chose que je voyais partout où j'allais, c'est les gens rieurs, des gens moqueurs, mais une belle moquerie, une moquerie plaisante, puis des gens rieurs. Donc, oui, je suis en train de me perdre de ta question. Tu voulais dire pourquoi que je dis rire ou transmettre? On était dans célébrer, qui était proche de transmettre. Puis je parlais de célébrer l'humour et les ancêtres et la connaissance. Ah, ben c'est ça, c'est pour ça que c'est pour rire là, que je t'ai dit, j'avais pas compris la question. Donc, oui, ça fait partie de notre nation. Aussi longtemps que je me souviens, dans la réserve indienne de Wendake, on se moquait amicalement des uns des autres. Et aujourd'hui, c'est moins comme ça parce que les gens nous disent, appelle-le donc par son nom, mais dans le temps, il n'y a pas personne qui s'appelait par son nom. On avait tous des surnoms, puis on s'amusait avec nos surnoms. Donc, j'ai vécu dans cette atmosphère-là. Donc, pour moi, on peut employer ça, cet humour-là, sans être négatif. On peut l'employer par amour aussi, puis envers les gens. Donc, c'est un peu ça. C'est des verbes, des mots que je lance comme ça qui peut ouvrir une grande réflexion sur n'importe quoi ou sur rien aussi parfois. Là. J'aurais envie de terminer avec deux verbes que j'ai mis ensemble parce que je trouve qu'ils vont souvent bien. Apaiser et s'émerveiller. Ouais, ça fait partie. C'est proche du rêve, hein, apaiser, puis s'émerveiller. Apaiser parce que il y a eu longtemps des luttes, des grosses luttes, des luttes à n'en plus finir. Mais il y a eu des luttes qui ont bien fini, des luttes qui ont moins bien fini, mais après tout ça, ça ne sert à rien de s'aigrir et puis de châtier la vie. Je pense qu'il faut s'apaiser, réfléchir, s'arrêter, puis aller dans le territoire, rêver. J'ai quelque chose que je vais s'arrêter là.
Excuse-moi, je t'ai interrompu. C'est ça, quand tu parles de territoire, justement, ça me fait penser à quelque chose. Sur le territoire, aïe, 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 je m'embarque là-dedans. Non, continue, ça va être ton nom. J'allais parler d'une cabane à un moment donné que j'avais achetée avec des amis qui étaient presque tombés. Une cabane d'un trappeur qu'on a acheté. Et puis où j'ai passé, là, pour moi, c'était un château là, où j'ai passé des moments merveilleux à aller là, à plein cœur de la nature, avec presque rien. Et puis que mon fils a repris parce qu'il est trappeur. Donc, pour moi, ça fait partie des cadeaux de la vie, des belles choses de la vie, des choses qui s'y vendent trop fort, qui vont tomber de rien, mais qui sont si précieuses pour moi, qui sont si solides. Donc, c'est un peu ça, rêver, puis c'est un peu ça le territoire aussi. On approche tranquillement de la période des questions, mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur ton recueil de récits, Yandata, l'éternité au bout de ma rue. C'est un recueil qui m'a vraiment beaucoup touché et qui m'a me fait retomber en enfance en repensant à mes grands-parents et à la famille qui vivait autour. Yandata, qui veut dire village, c'est un voyage nostalgique dans l'enfance avec les yeux de l'enfant que tu étais. Et la célébration de ton père, de ta mère, de tes grands-parents, de la communauté, j'ai ressenti beaucoup d'amour dans ce recueil. Il s'appelle Yandata, mais il s'appelle aussi L'éternité au bout de ma rue. C'est un peu des souvenirs de jeunesse, de ma vie, dans ma vie sur réserve indienne, il y a très longtemps. L'éternité au bout de ma rue, l'idée, c'est que on vivait dans cette période-là dans une réserve indienne. C'était un milieu fermé. On connaissait à peu près pas l'extérieur. Moi, j'ai commencé à sortir de ma réserve indienne quand il a fallu que j'aille à l'école secondaire. Donc, il fallait que je traverse le pont pour aller à l'école. Donc, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait d'autres choses en dehors de la réserve. Donc, dans le livre, c'est un livre de récits et de souvenirs qui vraiment parle de cette époque-là. Et puis pour laisser un peu une idée aussi à notre jeunesse qui n'a pas connu cette période-là. Tout à l'heure, je parlais de la librairie à Lénorac qu'on a déménagé dans une maison. Bien, l'éternité au bout de ma rue, c'est vraiment la rue où la librairie à Lénorac est installée maintenant, qui est tellement différente de ce qu'il y avait autrefois. Maintenant, c'est une rue comme toutes les autres rues, mais dans le temps, c'était une rue où c'était des artisans qui travaillaient là-dedans. Ce qu'on voyait dans la rue, c'est des gens qui faisaient des raquettes. Ça sentait la babiche, ça sentait le bois des gens qui fabriquaient des raquettes, le vernis des vernis des raquettes. Toutes sortes de souvenirs que des jeunes n'ont pas vécu, mais qu'à travers ça, peut-être, vont poser des questions aux plus vieux pour dire « c'est-tu vraiment comme ça? » Donc, il y a aussi un côté négatif là-dedans, c'est que vous allez voir que je n'étais pas si sage que ça. Si les gens me prennent pour un sage, ils vont voir des choses que j'ai faites vraiment pas drôles, tirer des cailloux pour attraper la pipe de l'ancêtre qui était à sa galerie. Donc, oui, c'est un récit. Vous croirez, ceux qui le lisent croiront ce qu'ils voudront là-dedans. Donc, je n'assume pas que c'est la grande vérité. Puis, ne condamnez pas là, pour ce que j'ai fait dans ça. Toutes les mémoires sont un petit peu des mensonges de toute façon. Non? Mais j'ai envie de lire juste un tout petit paragraphe qui m'avait tellement fait du bien de lire ça, sur la maison. La maison était la maison des rencontres pour rien, des repas, des accros parfois, toujours des excuses, des rires et des coups de main offerts les uns aux autres. À la porte de notre maison, il n'y avait pas d'adresse, le mot bienvenue était imprégné dans les murs. Mes parents nous avaient passé ce mot comme un sceau pour notre famille, on le portait tous dans notre cœur. Je suis encore ému de lire ça. Ben, c'est un peu comme ça. Ben,
particulièrement chez moi, ma mère était... comment je la définirais? La porte était toujours ouverte. S'il y avait quelqu'un qui avait un problème, qui avait une misère ou qui ne savait pas habiter, ben, il venait chez nous. Puis c'était comme un milieu central. C'était un peu aussi le terrain de jeu de Wendake. Mon père, il faisait une patinoire derrière la maison, puis tous les gens du village venaient là. J'ai un peu vécu comme ça. C'était chez nous, mais c'était chez nous de tout le monde aussi. Puis c'était un peu aussi dans la pensée des Premières Nations. Quand je me suis marié, et puis que mon épouse est venue vivre sur la réserve indienne, qui n'est pas une autochtone du tout, elle a eu de la difficulté à comprendre ça au début, que je pouvais laisser une pelle sur la galerie de ma maison, puis quelqu'un pouvait venir la prendre, puis sans la demander, puis que tout était ouvert. Là, c'était comme ça dans le temps. On rentrait partout, puis il n'y avait pas besoin de clôture, pas besoin de porte barrée. C'était un peu la mentalité des gens des Premières Nations. Tu as besoin de quelque chose, bien, prends-le. Puis c'est un peu... Avant l'entrevue, tu m'as demandé si on allait parler du cercle. Mais c'est un peu l'idée du cercle. On était tous dans un même cercle. Donc, ben oui, ça fait partie de ma vie, de mon éducation. J'ai vécu comme ça. Est-ce que c'était important pour toi d'immortaliser cette jeunesse et ce village qui n'existe plus? Ben, c'est important parce que les jeunes sont fiers encore de Wendake. Donc, je leur laisse l'image de ce que c'était, de ce que c'est aujourd'hui, puis de ce qu'ils voudront en faire. Je ne leur demande pas de réouvrir des boutiques puis de recommencer à lancer des raquettes partout dans les coins de rue, d'en faire encore la vie, faire l'argent avec ça encore aujourd'hui. Ils peuvent être avocats, ils peuvent être médecins, mais au moins de se souvenir comment leurs grands-parents vivaient, puis comment on a survécu par cet artisanat-là, par ce moyen-là. C'est l'objet de notre survie, tout ça, le commerce, et puis ce qu'on vivait dans notre petit milieu fermé. J'avoue que si vous n'avez pas encore lu Jean Sioui, moi j'ai tellement aimé Yann Datta, je vous recommande de le lire, de le relire et de le re-relire et de le prêter. On est rendu à la période des questions. Fait que va y avoir quelqu'un qui va venir vous expliquer, non pas comment vous poser vos questions, mais... Merci. Donc, pour la période de questions, je vais circuler dans la salle. Je vous invite à parler directement dans le micro comme l'entretien est capté. Et merci de garder vos propos bienveillants et en lien avec le sujet. Fait que qui veut parler en premier? Madame ici. Moi, j'ai une remarque et une question. Ça m'a pas mal interloqué au début quand vous avez dit que vous êtes allé chercher une maîtrise à l'Université Laval en culture. Un bac, juste un bac. Un bac, bravo, en tout cas. Alors, c'était un bac qui avait trait, évidemment, à la culture indienne. En 3 certificats. Oui, mais certificat en études bibliques, c'est quoi le rapport avec la richesse de votre culture, la richesse de votre même religion? J'aimerais ça vendre autant de livres que la Bible. Être autant. Mais lisez la Bible, vous allez voir la poésie qu'il peut y avoir là-dedans. Oui, mais moi, c'est parce que je pense, j'ai une espèce de... Moi, j'ai pas de bac, mais je suis tellement intéressée que j'ai une espèce de formation sur le temps de la Nouvelle-France au 17e siècle. Et ça a commencé là. Par la catéchisation, on a voulu finalement acculturer les Indiens, et de façon fort brutale. Sauf que moi, je m'intéresse particulièrement à Marie de l'Incarnation, qui, elle acceptait que
les Indiennes parlent leur langue, et qu'elles dansent des danses de leur culture. Et elle les a tellement acceptées comme telles, elle les appelait les délices de nos cœurs, que finalement, elle est arrivée en 1639, puis en 1700, il n'en restait plus d'Indiennes chez les Ursulines, parce qu'elle les acceptait telles qu'elles étaient. Louis XIV passait son temps à faire des grosses pressions aux Jésuites pour aux Ursulines, puis leur disait, ça va vraiment pas vite, la culturation, puis il n'y a pas de mariage indien-français, puis il trouvait que ça n'allait pas assez vite, puis bon, ça s'est gâté par la suite. Donc, c'est pour ça que je me dis, études bibliques, ben, là, je reviens à ça, puis je trouve ça plus ou moins logique. Je respecte votre façon de voir aussi. Ma question, c'est que moi, j'essaie de participer au maximum de ces genres de rencontres-là parce qu'il y a quelque chose qui m'épate à chaque fois. C'est de voir à quel point je trouve que le mot patient est bien trop modeste pour votre réaction, votre comportement, avec tout ce qu'on vous a fait subir et ce qui était très grave, empêcher de vous instruire, de passer la 7e année, pas à l'université et tout. La plupart des peuples dans l'univers qui ont été brimés à ce point-là sont imprégnés de beaucoup de haine, de violence. Je n'ai pas besoin de faire des dessins cette semaine. Là. Et puis que vous autres, vous êtes calme, serein, posé. Je trouve ça fort édifiant. Et à quoi ça tient? Ça m'épate à chaque fois que vous êtes poète, d'accord. J'arrive justement du Festival international de poésie de Trois-Rivières. Et la poésie, c'est un moyen, évidemment, de rejoindre certaines personnes, parce que la poésie aussi, c'est un rythme, c'est presque une chanson, mais si c'est tiré à 200 exemplaires, il n'y a pas grand monde qui comprend réellement ce que ça veut dire, mais comme par hasard, ça nous envoûte. Mais encore une fois, comment vous pouvez expliquer, vous qui êtes plus dada, comment vous restez serein et confiant dans l'avenir? Vous avez des bonnes raisons maintenant. Les jeunes sont instruits, sont intéressés, il y a de l'espoir. Mais tout ça sans hargne, en tout cas apparente, ou en tout cas ceux qui prennent la parole, apparaissent, moi, je trouve, étrangement sereins. Voilà. Il y a beaucoup de questions dans cette question-là. Je n'irai pas dans la religion. Lisez mes livres et puis vous allez comprendre souvent de quoi je parle. Quand je parle, je reviens souvent avec le catéchisme sous les matelas, là, dans les pensionnats et tout ça. Oui, il y a eu du bon dans ce que les gens ont fait pour nous, puis il faut le reconnaître. Non, je n'irai pas plus loin dans ça. Pourquoi? Pourquoi je suis serein? Je ne sais pas, il va falloir que je me pose la question. Pourquoi je me choquerais? Pourquoi je serais pas heureux? Pourquoi je ne serais pas bien dans la vie? Je ne sais pas. Il y a des choses qui sont laides, mais je ne veux pas en faire de ces choses laides-là la préoccupation de ma vie. J'aime autant prendre les choses qui sont belles et puis les colporter, puis je prends de l'âge, puis je veux mourir avec des belles choses derrière moi. Vous savez, je vais aller là-dessus. Il y a des choses terribles qui arrivent dans la vie. Moi, j'ai un fils qui est décédé à l'âge de 5 ans de la leucémie. Je pourrais être vraiment... La vie est épouvantable, c'est terrible, puis pas avoir continué, mais j'ai pas voulu. Même si je parlais juste de ça, quel bonheur j'aurais de continuer de vivre. Donc, oui, je suis persuadé qu'à tout le monde, il arrive des choses moins belles, mais
demain, le soleil va se lever, puis il va peut-être être beau. Puis il va assécher là, les choses moins belles qu'on a vécues. Ça paraît peut-être prétentieux, ça paraît peut-être gros, mais j'essaie de vivre comme ça. Moi, je me demandais, j'ai l'impression qu'il y a un intérêt, en tout cas grandissant pour les langues autochtones, pour la préservation des langues autochtones dans les dernières années. Comment se porte la langue Wendat? Est-ce qu'on a l'impression que les jeunes ont un intérêt pour la découvrir? Est-ce qu'ils l'enseignent à Wendake, la langue Wendat, aux jeunes? La langue Wendat, on disait, il y a environ 10 ans d'arrière, que la langue était morte. Mais aujourd'hui, on dit que la langue, il n'y a plus personne qui parlait, il n'y a pas la langue Wendat à Wendake, à part peut-être une ou deux personnes. Chez les anciens, les gens qui la parlaient, qui la connaissaient, sont décédés. Là, peut-être Mme Vincent, ça faisait faire 20 d'années qu'elle est décédée, que c'est celle qui la connaissait le plus. Donc aujourd'hui, on dit que la langue, elle s'était endormie parce qu'il y a eu un programme avec l'Université Laval qui a été créé pour revitaliser, redonner vie à la langue Wendat. Donc, avec M. Doré à l'Université Laval, il y a un programme qui s'est monté pour réapprendre, réenseigner la langue. Donc, il y a des jeunes qui, depuis longtemps, se posaient la question, qui étaient intéressés à ça. Donc, avec ce programme-là qui nous a été offert, les gens ont recommencé à faire des recherches, à retrouver la langue qui, dans bien des endroits, peut-être des fois sur des rouleaux de cire, là, dans les anciens pianos, là, justement, que les enseignantes, que les religieuses avaient gardé dans des écrits, des relations, les écrits des jésuites. Donc, ils ont fouillé partout, puis ils ont retrouvé la langue qui, quand il y a eu assez de matériel, a recommencé à être enseigné. Il y a des cours de langue. Justement, cette semaine, je recevais un courriel pour s'inscrire à des cours de langue le soir pour tout le monde. Donc, oui, la langue recommence à être réapprise. Et on pensait que c'est les personnes les plus âgées là, qui allaient apprendre la langue, mais on s'est vite aperçu, et très agréable, on a enseigné la langue à l'école primaire à Wendake, et c'est les enfants qui arrivaient à la maison avec un nouveau mot. Hey, j'ai appris ce mot-là aujourd'hui, qui l'enseignait aux parents. Donc, oui, il y a une revitalisation, puis il y a vraiment une belle vision là, pour l'avenir de la langue. Jamais, je ne crois pas que ça va devenir notre langue de communication, mais au moins, elle ne sera pas perdue. Elle existe. Il y a des dictionnaires qui sont écrits. Il y a du matériel maintenant pour avoir éveillé notre langue. Une autre question peut-être dans le public? Madame, au fond. C'est à propos des langues. Alors, on sait qu'au Canada, il y a 2 langues officielles, mais chez les peuples, chez les Premières Nations, est-ce qu'on ne pense pas que les langues autochtones devraient être reconnues comme langue officielle? Je pense que ça serait compliqué parce qu'il y a plusieurs langues, mais est-ce que l'idée de faire, d'une certaine façon, en sorte que les langues officielles soient reconnues à l'égalité du français et de l'anglais? Non, je me suis trompée. L'idée de faire en sorte qu'une langue autochtone soit reconnue comme officielle aussi bien que l'anglais et le français au Canada. Est-ce que ça circule l'idée chez les peuples autochtones? Bien sûr que l'idée circule. Ça circule depuis longtemps entre nous. Puis vous avez bien raison. Les langues autochtones, c'est des langues... c'est les langues du pays. C'est les langues qui existaient même avant que les Français ou les Anglais arrivent. Mais en faire des langues officielles, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est déjà les reconnaître, les langues, c'est déjà bon. Vous savez, Michel Jean, avec qui, WACP, c'est vraiment celui qui dirigeait ce livre-là. Il commence toujours à la télévision,
parce qu'il fait des nouvelles, il commence toujours par « coué ». C'est un petit mot, « coué ». C'est tout ce qu'il dit quand il commence ses nouvelles à la télévision. Mais si vous saviez le nombre de lettres ou de réprimandes qu'il y a, de dire « arrêtez avec ça, de nous dire coué, vous êtes fatigant ». Donc, mais c'est pas grave. La plupart des gens aiment ça. La plupart des gens sont contents. Donc, ceux qui vont dénigrer, ben, ils dénigreront. Mais nous autres, on sait que notre langue, elle fait partie de notre vie puis qu'elle est importante. Mais comme vous dites, il y a tellement de langues. Chaque nation a sa propre langue, puis souvent elle est tellement différente l'une de l'autre. Il peut y en avoir quelques-unes qui sont plus proches. Mais oui, nos langues sont importantes. Et puis, je pense que... Mais ça fait partie de l'évolution. Je pense qu'un jour, quand j'aurai réussi à vraiment convaincre les gens d'avoir une faculté universitaire à Wendake, bien, on pourra dire là que la langue, on pourra l'enseigner, puis on pourra la rendre plus officielle puis plus connue. Parce que je voudrais pas d'une faculté où il y ait juste des gens des Premières Nations qui y participent, mais que tout le monde de partout vienne avec, parmi nous, connaître qui on est, puis c'est vraiment se parler, puis bien s'identifier entre nous. Oui, mais moi, je pense vraiment que les peuples autochtones, les Premières Nations, devraient insister sur ce point-là. On insiste, regardez. Exiger que les langues autochtones soient considérées comme officielles au Canada. Oui, mais regardez, D'une là, certaine façon, je vais vous même si c'est montrer mon côté méchant. Là. On n'est même pas capable de convaincre le ministre Legault d'une société systémique chez les Premières Nations. Donc, il y a encore du travail à faire. Puis, quand je dis que j'ai confiance en nos jeunes, eux autres, ils prennent le bâton de parole, puis le bâton du travail, et puis ils font avancer ça. Ils l'ont dans leurs préoccupations, soyez assurés de ça. On aurait le temps pour une très courte dernière question. Donnez une courte réponse. Vous pouvez essayer. Monsieur Daisy, je vais faire juste quelques petites remarques vite. En passant, pour votre systémique, je pense que c'est une question de temps. Vous allez l'avoir, là, parce qu'il y a les deals pour les barrages. Donc, je pense qu'il va vous donner ça pour avoir ces barrages. L'autre chose, au niveau des langues, je pense que les Abénaquis sont en train d'essayer de regrouper quelque chose. Ils disent qu'il y a 11 nations, mais en vérité, il y en aurait 12. Puis là, les Abénaquis ont comme développé qu'il y aurait peut-être une possibilité de faire une langue qui serait plus... qui regrouperait beaucoup de nations. Alors, je trouvais ça intéressant. À part de ça, l'autre chose, André Lévesque, si oui, elle enseigne. Elle enseigne la langue, un professeur. Je trouve que c'est pas mal merveilleux. Après ça, moi, la poésie, c'est difficile un peu pour moi. Pour moi aussi. Quand je lis votre poésie, au moins, j'en comprends la moitié. Fait que, d'habitude, je comprends rien. Ça fait que là, parce que j'avais ça ici, là, je trouvais ça vraiment beau. Il y en a une sur l'automne, l'inédit numéro 1. Là. Je trouvais ça vraiment bien beau dessin en plus. Mais ma question, c'est-il par opportunisme que vous avez trouvé de quoi de merveilleux? Pourquoi vous êtes allé vous établir à Saint-Denis-la-Bouteillerie dans le Grand Kamouraska? C'est ça, ma question. Est-ce que vous connaissez la région? Je fais plus que la connaître. C'est beau, Je peux vous en parler pendant 1 heure. C'est-tu merveilleux? C'est-tu beau sur le bord du fleuve, là-bas? Extraordinaire, c'est le plus beau village du Bas-Saint-Laurent. Je vous dis qu'un poète qui va s'installer là, puis qui est dans sa maison, puis il y a une grande fenêtre, puis qui voit le fleuve, là, ben, je pense que ça répond à votre question. C'est merveilleux, puis je suis bien là. Êtes-vous sur la partie haute ou vous êtes sur le bord du fleuve? il connaît la place. Hein? Je suis en bas, sur... En direction de l'est ou l'ouest? Ben là, je vous dis tout ça, il va venir me visiter demain. Là. Non, mais je vais vous rajouter de quoi après. Là. Quand vous descendez l'église, vous descendez la côte. Vers la chapelle? Non, à droite. Ah, OK, vers les Hudons. OK. Vers les Hudons, c'est ça. Vers le Cap Diamant. Il faut que je fasse attention. Est-ce que vous saviez qu'il y avait la pointe des Iroquois? La pointe des Iroquois. Et ça, c'est pas mal merveilleux parce qu'il y a presque 5-10 000 ans, il y a des nations qui se réunissaient, un peu comme ici à Québec, on a un endroit où ils se réunissaient pour faire comme des réunions. Enfin, je trouvais ça intéressant. Puis en plus, il y a une écrivaine que moi j'adore, qui est Fanny Britt, qui demeure là,
Je ne sais pas si vous connaissez Fanny Britt, ça vous dit quelque chose? Non? C'est un auteur très connu au Québec là, qui traduit beaucoup. Là. Puis elle habite dans la partie vers la pointe des Iroquois. En tout cas, c'est ça que je voulais vous dire. Puis c'est adorable, c'est un village. Un jour, on pourrait peut-être en parler ensemble. Je pourrais vous parler de ça pendant 1 heure. Il y a tellement de choses dans ce petit village-là, puis qui s'améliorent de plus en plus par rapport à ce que c'était que quand moi, j'ai vécu mon enfance. J'ai une autre idéologie. Vous savez, la petite chapelle qui est abandonnée, là, qui n'a plus rien, là, ben, pas abandonnée. Là, on essaie de trouver quelque chose. Oui, mais ce serait le fun là, d'avoir justement des soirées d'histoire puis de se parler à cet endroit-là. C'est un endroit idéal pour tous raconter ça. Merci bien. Fait que c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Moi, je serais bien resté discuter encore très longtemps avec Jean. Mais fait que je vais te laisser le mot de la fin. Bon, le mot de la fin. Le mot de la fin, pour moi, c'est bien simple. Je voudrais qu'on ne se fasse pas une image de moi, d'un grand écrivain qui vit dans un autre monde. Je voudrais qu'on me voit comme vous tous, l'écriture, pour lui, c'est un loisir, c'est un plaisir. Et puis, ça m'aide à être serein. Et puis, sans faire une préoccupation, sans m'acharner sur quelque chose qui me rendrait plutôt malheureux que du bonheur d'écrire un mot sur une feuille de temps en temps, puis de peut-être penser à en faire un livre. Merci beaucoup, Jean. Tiawenk. Tiawenk, merci à vous tous, au public, d'être ici. N'oubliez pas que le festival continue. Demain, à 15h, il y a la promenade accompagnée. Ceci n'est pas une pub. Et mardi, à 17h, un entretien avec Daniel Grenier, animé par Mélissa Véraud. Daniel Grenier, d'ailleurs, qui est très souvent à travailler avec les éditions Anénorac. Ne manquez pas ça, ce sera extrêmement intéressant. Merci beaucoup.